Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Je suis entre quatre murs. Je ne vois que les murs. Je ne savais pas qu'une prison, c'était aussi simple que ça. 4 murs. D'ailleurs, c'est faux. Il y a 5 murs, et même 6. Un en haut et un en bas. Au fond, une prison, c'est comme une boîte d'allumettes. Quand j'étais petit, je mettais les mouches dans les boîtes d'allumettes. Je me demande à quoi pensent les mouches quand on les enferme. Si le psychiatre de la prison lit cette lettre, Dieu sait ce qu'il va encore raconter sur moi. Les psychiatres sont capables de trouver autant d'explications que l'on veut à propos de la moindre mouche dans une boîte d'allumettes. L'autre jour, il est venu me voir. On m'a mis dans l'infirmerie sur un fauteuil. Et il s'est mis à tourner autour de moi comme un chien après un os. « Collet, on me dit que vous allez bien? Que vous dormez bien? C'est parfait. » C'est tout ce qu'il sait dire. C'est parfait. Je me demande combien lui paie l'administration pour aller dire ça aux prisonniers 1 fois par mois. C'est parfait. D'ailleurs, il a raison, je dors bien. Je ne fais pas de cauchemars. On dirait que ça l'embête. Ce type voudrait bien que je lui raconte mes cauchemars. Seulement je dors bien. Je suis pas malade. J'ai rien à dire. Et j'ai pas tué mon père. Collet? Avez-vous conscience du fait que vous cherchez à vous détruire uniquement parce que votre image ne vous plaît pas? Ça aussi, c'est le psychiatre. J'ai bien envie de lui demander si son image à lui plaît tellement. Seulement, j'ai la flemme d'engager la conversation et puis surtout, j'ai peur que ça dégénère. Si je dis un mot, un seul, il va se mettre à le décortiquer pour m'expliquer Dieu sait quoi qu'il a lu dans les livres. Comme quoi il faut que je mange. Car si je ne mange pas, je me suicide. Or, il prétend que je n'ai pas envie de me suicider, mais de lutter. Et que je ne sais pas avec qui lutter, etc., etc. Impossible de lui dire que je n'ai pas faim, ou que la nourriture est épouvantable. C'est pourtant la vérité. Je ne sais pas comment font les autres pour avaler ça. J'ai décidé que je mangerais seulement le pain. Après tout, dans le monde, il y a des milliers d'individus qui n'ont même pas ça tous les jours et qui vivent quand même, comme toi. Ça m'amuse de voir jusqu'où et comment on peut résister. J'ai déjà beaucoup maigri, mais je me sens très bien, très léger. Je dors presque tout le temps. Le 6e mur m'embête un peu. Si seulement on pouvait voir le ciel. Il devrait faire des prisons à ciel ouvert ou tout en haut des montagnes. Qu'est-ce que ça change à la justice qu'un prisonnier regarde les étoiles? Julius Flanagan Collet n'a pas écrit le sempiternel livre du prisonnier libéré, repenti ou non. Cette lettre, dont je viens de vous lire un extrait, pourtant est bien de lui. Il l'a écrite pour son camarade Reader, un clochard qui vend des lacets et des cravates à l'angle d'une rue de son quartier à Dallas, Texas, en 1943. Collet, même en prison, est un homme riche. Reader, malgré l'amitié qu'il lui porte, n'a pas craint d'aller vendre la lettre à un journaliste. Par les temps qui courent où le hot-dog se fait rare, comment lui en vouloir? D'ailleurs, Collet ne lui en voudra pas et il n'est plus là pour arrondir d'$1 ou 2 la poche de son vieux copain.
Le journaliste, lui, veut être sûr. Prouvez-moi que vous connaissez Collet. Il m'écrit une fois par mois depuis qu'il est en prison. Il me raconte tout. Pourquoi vous? Et pas sa famille? Vous êtes fauché. Et pas du tout de son milieu. Oh, sa famille, parlons-en de sa famille. C'est eux qui l'ont accusé, oui. Et si ça se trouve, il n'a rien fait. Comment l'avez-vous connu? Dans la rue. C'est un drôle de gars. Il s'ennuyait tout le temps. Malgré son argent et tout, il préférait rester avec moi, discuter, boire un verre ou deux, des fois plus. Un soir, il m'a dit, « Reader, j'ai une idée. Tu vas prendre mon costume et ma voiture et tu vas rentrer chez moi à ma place. » Et il l'a fait. On l'a fait. Il a pris mes cravates, tout mon petit fourbi. Il s'est mis au coin de la rue. Moi, je suis rentré chez lui. J'ai eu le temps de prendre un bain, de manger et de fumer un cigare avant que sa femme me fiche à la porte. La maison est tellement grande que les gens doivent se rencontrer une fois par semaine. J'ai pas eu de chance. Quand je lui ai raconté, il s'est mis à rire tellement qu'il s'en étouffait. Mais comment je peux vérifier ça? Demander aux domestiques. Ils peuvent pas me voir, mais ils me connaissent bien. Et puis, quel intérêt j'aurais à raconter des histoires pareilles? L'intérêt, c'est l'argent, bien entendu. Mais l'histoire est vraie. Julius Flanagan Collet, 20 ans, fils de famille riche, à une époque où il est difficile de l'être même aux États-Unis, semble n'avoir qu'un seul ami, ce marchand de cravates minable, de près de 70 ans, chômeur et un peu ivrogne, Reader. Reader loge dans une pension pour économiquement faible, et la lettre qu'il possède lui a bien été adressée chez lui, sa logeuse le confirme en précisant « C'est un vieux fou ». Il n'en a pas l'air. On dirait plutôt un grand-père malin, prêt à faire des blagues à la moindre occasion et à profiter de tout ce qui se présente pour une pièce de 10 cents. Le journaliste a flairé le petit écho à scandale, et quelques jours plus tard, on peut admirer dans un magazine la photo du grand-père posant avec ses cravates sur l'épaule devant le portail de la somptueuse maison des Collet. La photo est accompagnée de l'article suivant. Le richissime héritier des Collet fréquentait les clochards de la ville. Julius Flanagan, assassin de son père et actuellement incarcéré dans l'attente de son procès, continue à écrire à son ami Reader, notre photo. Le vieux Reader profitait largement des faiblesses du jeune homme, et notamment de son portefeuille bien garni. Le jeune Collet dilapidait ainsi l'argent familial. Interrogé, sa famille n'a pas voulu répondre à nos questions à ce sujet, mais on suppose qu'elle n'appréciait nullement les fréquentations de l'héritier d'une des plus grosses fortunes du Texas. Rappelons que Julius Collet est accusé d'avoir assassiné son père dans un moment de folie en le précipitant du premier étage de leur somptueuse villa. Photo ci-dessous. La photo ci-dessous montre un visage très jeune et très laid, le genre de laideur irrémédiable. Oreilles décollées, nez trop long, menton en pointe. On voit mal le regard car les yeux sont enfoncés profondément dans les orbites. Le haut du visage paraît presque noir et inquiétant. Et l'article continue ainsi. Plus doué pour la paresse que pour les raffineries que possède sa famille, Julius Collet se révèle en prison presque poète. Il n'écrit qu'à une seule personne, son vieux copain Reader. Une fois par mois, comme le veut le règlement, il raconte ses pensées et ses réflexions dans sa cellule. Il ne fait cependant aucune allusion au meurtre. Nous avons pu obtenir pour nos lecteurs le texte de l'une de ces lettres, celle que je vous lisais au début. Au sujet du meurtre, le vieux Reader semble avoir une opinion personnelle que nous reproduisons sous son entière responsabilité. Julius n'était pas coléreux. C'est un bon garçon. Je ne crois pas qu'il ait voulu étrangler son père comme on l'a dit. Si le vieux est mort, c'est qu'il devait mourir. Cette phrase sibylline, le vieux Reader n'a pas voulu l'expliquer plus complètement, mais il a ajouté « Quand il sortira de prison, on ira boire un coup et on oubliera tout ça. » Si j'ai choisi de vous raconter le dossier Julius Flanagan Collet, en commençant par une lettre et l'article de presse de l'époque qu'il a publié, c'est par souci de chronologie. Cet article et la lettre qu'il reproduit sont en effet les premiers documents qui ont attiré notre attention sur l'affaire. Les premiers et pratiquement les seuls d'ailleurs, mis à part le compte-rendu du procès, et un minuscule entrefilet paru entre-temps dans le même journal. Un entrefilet de 5 lignes. Et c'est lui qui est extraordinaire. Nous ne l'avons trouvé qu'après de patientes recherches. Toujours chronologiquement, c'est le dernier document sur l'affaire, donc je vous le révélerai en dernier.
avant cela, je dois vous parler des faits, du peu que nous en connaissons en tout cas, au travers d'un procès qui ne fit pas grand bruit, vous verrez. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Je vous disais tout à l'heure qu'à propos de ce dossier, nous ne possédons qu'un article de presse, le compte-rendu du procès toujours dans la presse, et un entrefilet de 5 lignes que je garde pour la fin. Voyons d'abord le procès. En février 1943, donc, Julius, 20 ans, fils de famille, est accusé d'avoir tué son père. Comment l'aurait-il tué ? Voici les témoignages qui ont servi de base à cette accusation. Le valet de chambre. J'ai entendu un grand bruit dans la chambre de M. Collet père. Quelque chose a dû tomber. J'ai pensé que monsieur se disputait avec son fils. Cela arrivait souvent. M. Julius ne faisait jamais ce que son père lui disait de faire. Il s'arrangeait pour faire le contraire. Ces derniers temps, il avait refusé de travailler avec lui dans ses bureaux. Il disait qu'il voulait faire la guerre. Alors la bagarre a duré un moment, puis Mme Collet est montée avec le jeune frère de M. Julius qui a 10 ans. Ensuite, nous avons entendu un cri, c'était monsieur. Il est tombé du balcon du premier étage. Quand nous avons compris ce qui se passait, les domestiques et moi, il était trop tard. M. Collet était mort. Il s'est brisé la colonne vertébrale sur la véranda. Quant à M. Julius, il était évanoui dans le bureau de son père. Le jardinier, maintenant. J'ai vu monsieur et son fils sur le balcon. Je n'entendais pas ce qu'il disait, j'étais trop loin. Comme il avait l'air de se bagarrer et que cela arrivait souvent, je suis parti travailler dans la remise. M. Collet n'aimait pas qu'on insiste à leur histoire de famille. Je ne suis ressorti qu'en entendant le cri qu'il a poussé en tombant. Alors là, j'ai vu M. Julius sur le balcon, il se tenait la tête à 2 mains et la secouait dans tous les sens, comme s'il était devenu fou. La cuisinière. J'ai rien vu. C'était 7 heures du soir, je préparais le dîner. Un peu avant, M. Julius était venu dans la cuisine pour manger du sucre. Il faisait cela très souvent, il n'avait pas d'appétit. Quand sa mère est morte et que son père s'est remarié, il a beaucoup changé, il a souvent été malade. Ce soir-là, il était comme d'habitude. Peut-être un peu nerveux, mais je sais pas pourquoi. Il a bu un verre d'alcool avant de monter dans sa chambre. J'ai rien d'autre. Madame Collet a enfin fait sa déposition. Elle déclare avoir 32 ans, être la seconde épouse de M. Collet. Nous n'avons malheureusement aucune photographie d'elle. Mon beau-fils était malade depuis longtemps. Il faisait des crises d'épilepsie. À plusieurs reprises, nous avons dû, son père et moi, le retirer du collège. Et il lui arrivait d'être violent. Plusieurs fois, il a menacé de nous tuer tous. Il n'aimait pas non plus son demi-frère. Un jour, il l'a fait tomber de cheval en l'obligeant à faire une course d'obstacles au manège. Et je suis sûr qu'il l'a fait exprès, sachant que mon fils avait peur de sauter. Mon mari a fait tout ce qu'il a pu pour lui. Il désirait le faire travailler dans ses affaires, lui passer la plupart de ses caprices. Julius dépensait tout l'argent qu'il lui donnait en bêtises. Il s'était mis en tête d'aider les pauvres. En réalité, il passait le plus clair de son temps à boire avec eux. Le médecin lui avait interdit de boire. Cela le rendait nerveux. Ce soir-là, il est rentré ivre. Je lui en ai fait la remarque. Il m'a insulté comme d'habitude. Quel genre d'insulte? Je ne désire pas les rapporter ici. La cour vous le demande. Eh bien, il prétendait, enfin, me traiter. Il me disait que j'étais une putain. Continuez. Qu'a-t-il fait ensuite? Eh bien, je lui ai conseillé d'aller se coucher et de ne pas paraître au dîner dans cet état-là pour ne pas que son père se fâche. Bien sûr, au lieu de m'écouter, il est monté au premier étage. Il s'est précipité dans le bureau de mon mari et a cassé un vase. Alors j'ai couru derrière lui pour le calmer, éviter que son père se mette en colère, mais quand je suis arrivé, mon mari venait de le gifler. Ça l'a rendu fou furieux. Il a voulu me faire sortir de force. Mon mari s'est mis entre nous pour l'en empêcher. Julius m'a giflé à son tour. Et puis, il a retourné sa colère contre mon mari, il l'a pris à la gorge. Mon mari avait du mal à se dégager, il l'étranglait presque. Vous n'êtes pas intervenu? Je ne pouvais même pas m'approcher d'eux. Il luttait.
Mon fils était dans la pièce. J'ai voulu le faire sortir pour éviter qu'il ne voie cette scène. Quand je suis revenu, il luttait sur le balcon. J'ai vu Julius pousser son père par-dessus la rampe. J'ai couru, mais trop tard. Si l'on en croit le commentaire du journaliste, Julius ne contredit aucune des déclarations ci-dessus. Il prétend ne se souvenir de rien sauf d'avoir giflé sa belle-mère. Il reconnaît qu'il la déteste, et la raison qu'il donne de cette haine est assez étonnante. Écoutez bien. Écoutez bien, car rien dans le procès ne reprend ce détail. Seul Julius affirme que sa belle-mère profitait de la moindre occasion pour le pousser à la colère. Or, il avait peur de se mettre en colère. D'après lui, à chaque fois, il avait l'impression de s'évanouir. Il ne voyait plus clair, les gens autour de lui disparaissaient, devenaient des ombres, et il ne savait plus du tout ce qu'il faisait. Le seul souvenir qu'il gardait de ses crises de colère, c'était une douleur immense dans tout le corps. Ensuite, il s'évanouissait complètement. Et ce n'est pas tout. Julius prétend que ce soir-là, la colère l'a pris, après avoir giflé sa belle-mère. Ensuite, il croit qu'il s'est évanoui. Or, sa belle-mère affirme qu'il ne s'est évanoui qu'après avoir poussé son père dans le vide, bien entendu. D'autre part, le jardinier l'a vu sur le balcon se tenant la tête à deux mains. À ce moment-là, le corps de son père gisait sur la véranda, mort. Maintenant, je vais vous dire ce qui me tracasse dans tout cela. La gifle. La deuxième, celle que Julius envoie à sa belle-mère. Ou Julius s'est évanoui après l'avoir donnée à sa belle-mère, et dans ce cas, M. Collet est tombé tout seul du balcon. Enfin, par exemple. Je n'irai pas jusqu'à supposer que quelqu'un d'autre l'a poussé, non. Ou il a d'abord tué son père et ensuite giflé sa belle-mère pour s'évanouir après. En ce cas, la vision du jardinier peut s'intercaler entre ces deux actes. Mais la belle-mère dit, et ça n'est pas une supposition, c'est elle qui le dit, Julius m'a giflé à son tour, puis il a retourné sa colère contre mon mari. Si Julius dit vrai, c'est à ce moment-là qu'il s'est évanoui. Dans ce cas-là, tout le reste s'est passé sans lui. Cette question n'a pas été soulevée au procès. Le médecin de famille confirme que le jeune homme avait des crises épileptiques et qu'il le soignait en conséquence depuis une bonne dizaine d'années. Il pense que Julius était capable de tuer à condition que les circonstances provoquent chez lui l'état extrême. Jusqu'à ce jour, cela ne s'était pas produit. Quant au médecin légiste, son rapport est très court. La victime, un homme de 70 ans, portait au cou des traces évidentes de strangulation. Cependant, ces traces trop faibles ne pouvaient en aucun cas provoquer la mort due à la chute et à la rupture de la colonne vertébrale. M. Collet était un homme âgé, sans grande force physique, petit et mince comme son fils d'ailleurs. Il a dû être relativement facile de le déséquilibrer. Il nous reste l'avis du psychiatre nommé pour examiner Julius. Épilepsie confirmée. Pas de crise depuis son incarcération. Le malade semble calme. Il refuse de se nourrir convenablement et refuse de parler. C'est à n'en pas douter la punition inconsciente qu'il a adoptée pour un crime dont il ne veut pas se souvenir. Car Julius dit qu'il n'a pas tué son père. Il l'adorait, mais je cite, le trouvait stupide, trop riche et entièrement soumis à sa nouvelle famille, une putain et son fils qui ne pensent qu'à l'argent. Voilà. Rien d'extraordinaire à cela, dites-vous. Et nous manquons d'éléments pour apprécier si tant est qu'il y ait quelque chose à apprécier. C'est que vous oubliez le petit entrefilet de 5 lignes paru 15 jours après l'article et la lettre de Julius à son copain Reader, le marchand de cravates. Je vais vous le lire. Sachez avant cela que Julius Flanagan Collet a été déclaré coupable, mais irresponsable, et remis à la tutelle de sa famille, laquelle a demandé son internement. Étant donné qu'il était le seul héritier légal de son père, cela veut dire que l'héritage aussi a été mis en tutelle. Madame Collet, deuxième du nom, s'en est chargée. Voici l'entrefilé, les 5 petites lignes. À la suite de notre écho sur la mort de M. Collet Senior, paru le 24 avril 1943, on nous prie de faire paraître le rectificatif suivant. M. Collet Junior ne connaît pas le dénommé Reader, il ne lui a jamais écrit. Sa famille regrette que des individus sans scrupules profitent de son état de santé
pour répandre des propos diffamatoires qui trouveraient leur conclusion en justice en cas de renouvellement. Dont acte. Si le vieux est mort, c'est qu'il devait mourir, avait dit Rieder. Dont acte. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.